Bon, j'ai participé à beaucoup de réunions de ce type et ce que je constate, c'est à la fois leur utilité et aussi le fait que les gens qui sont là, par définition, le fait qu'ils soient là signifie qu'ils sont déjà des croyants, non pas des croyants dans les religions que Jean Plantu a citées, mais dans les croyants, dans le dialogue et dans les contacts. Et je pense que s'il y a un rôle qui peut être donné sur ce thème éducation et culture, justement, aux efforts en matière d'éducation, c'est que cette croyance se déplace au-delà du cercle des avant-gardistes et que ces notions de dialogue, de contact, de rapprochement deviennent non pas le privilège de quelques-uns qui, pour des raisons qui tiennent à leur expérience, à leur vie ou à leurs convictions propres, mais deviennent une attitude commune. Je dirais que cette attitude et cette culture du dialogue a certainement considérablement progressé ces dernières années. Je disais que j'ai participé à beaucoup de réunions de ce type, mais le fait qu'elle continue et qu'elle se multiplie en est un signe. Alors il y a eu les efforts des avant-gardistes, je pense qu'Hofer peut se compter parmi eux, bien qu'ils soient encore très jeunes, par les exemples donnés par certains dirigeants. Tout le monde se souvient de certains voyages inattendus d'un président égyptien à Jérusalem ou d'autres du même type. Et puis aussi, car c'est très important, par le développement des technologies de l'information qui font qu'aujourd'hui les gens sont en contact comme ils le souhaitent, sauf de temps en temps intervention des États pour limiter les communications. Mais enfin, c'est de plus en plus difficile et ça a considérablement changé la donne en ce domaine. Il reste que le contact ou la connaissance qu'on peut avoir de ces sociétés des deux côtés et même à l'intérieur de la même sphère ne sont pas des attitudes spontanées ou dominantes. Et si nous voulons qu'elles deviennent, il ne faut pas se reposer seulement sur des volontés individuelles, sur des petits groupes ou sur des initiatives des plus audacieux. Je dirais que la table idéale que Hofer vantait hier à l'occasion du dîner était-elle représentative de ce que ressentent et de ce que représentent les peuples et les sociétés dont nous parlons? Je n'en suis pas tout à fait sûr encore. Il faut donc promouvoir, développer, inculquer cette nouvelle manière de voir l'autre et les autres, et aussi une nouvelle manière de se voir soi-même. Cela commence dès l'enfance, donc par l'éducation, et c'est ensuite la société dans son ensemble qui véhicule une culture du rapprochement et non de l'hostilité. Je crois qu'il ne faut pas non plus être naïf ou angélique. Le dialogue, les contacts, les projets, la volonté de travailler ensemble ne règlent pas les problèmes de fond et ne font pas disparaître les mémoires ni les espoirs. Les origines, les incompréhensions et les hostilités réciproques ne peuvent pas être gommées par de beaux idéaux et par simplement des hommes et des femmes de bonne volonté. Mais on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Le dialogue ne fait pas la paix, mais il peut certainement y aider. L'éducation et la culture créent des réflexes, des dispositions d'esprit. Si l'on a des différents ou des différences, il n'est pas question de les ignorer derrière des sourires ou des colloques, aussi sympathiques soient-ils, mais au contraire de les résoudre au fond, en abordant leur règlement avec une approche qui présuppose qu'une solution est meilleure que le statu quo et qu'elle est meilleure pour toutes les parties et non pas pour une seule, ce qui est absolument essentiel quand on commence une négociation. Pas de vainqueur ni de vaincu autant que possible. Et nous savons tous que l'éducation comme la culture sont aussi des instruments de pouvoir. L'histoire de France le montre comme celle de tous les autres pays. Ce qu'on enseigne aux élèves à l'école, puis aux étudiants à l'université, façonne la vision du monde et d'une nation. Si l'on enseigne ce que vous faites, on créera d'autres réflexes que si on enseigne une rhétorique plus facile, qui est celle des bons et des méchants. Si je prends un exemple universellement connu, et je me rends compte dans le pays où j'habite, qui est l'Égypte, l'image d'un homme assez célèbre, qui est Napoléon, est extraordinairement ambivalente selon les pays, car les systèmes éducatifs de chacun ont fabriqué des images et des mythes totalement différents. Génie militaire, conquérant sanguinaire, père du code civil, promoteur des idées de la Révolution ou dictateur, il y a autant de Napoléon que de manuels d'histoire. Miguel Moratinos, qui est aussi profondément espagnol que fin connaisseur de la France, pourrait nous en parler. Le Napoléon des Espagnols n'est pas tout à fait le Napoléon des Français ou des Italiens. Hier au dîner, nous parlions de la déclaration Balfour, et là aussi, quelle ambivalence selon qu'on est israélien ou palestinien
pour apprécier ce texte très important de 1917. Donc l'histoire n'est jamais neutre, la manière dont on l'enseigne encore moins. Encore récemment en France, en 2005, Madame la Présidente, vous devez vous en souvenir, une tentative a été faite dans notre pays pour introduire dans la loi l'idée que les manuels scolaires devaient mettre en valeur les aspects positifs de la colonisation, provoquant un tollé à la fois dans les ex-colonies françaises, qu'on peut comprendre, mais aussi chez les enseignants d'histoire qui considèrent, me semble-t-il à juste titre, que ce n'est pas le rôle du Parlement de décider du contenu des manuels scolaires. Pour ce qui est de la culture, le poids de l'État est tout aussi évident que dans l'éducation, que ce soit la culture d'État, et on pourrait parler aussi d'un grand roi de France, Louis XIV, qui a malgré tout produit une magnifique culture, ou du rôle des hommes de culture dans la politique, que serait mai 68 en France sans Jean-Paul Sartre, que serait la guerre du Vietnam aux États-Unis sans John Baez, l'unité italienne sans Verdi. Et je reviens à Napoléon, est-ce celui du magnifique tableau que David a consacré à son sacre, ou celui tout aussi splendide mais beaucoup plus terrible des fusillés de Goya? Pour prendre des exemples plus récents, comment ne pas évoquer ces acteurs français d'origine arabe, Tahar Benjeloun, Yasmina Khadra, Assia Djebar de l'Académie française, c'est quand même pas mal, qui incarne la double culture, ou, dans une autre partie de la région, l'œuvre d'Amos Oz. L'engagement des hommes et des femmes de culture dans les enjeux de la société est naturel, il est indispensable, mais c'est un peu la conclusion que je voudrais en tirer, qu'il s'agisse de culture ou d'éducation. Ce qui importe est la liberté, la contradiction et le professionnalisme. Il faut laisser la culture et l'éducation aux hommes et aux femmes de culture et d'éducation. Ce que je disais tout à l'heure sur la tentative d'introduire dans la loi des prescriptions sur les programmes scolaires, qui était évidemment une déviation qui, heureusement, n'a pas pu prospérer. Le rôle d'orientation de l'État existe toujours, mais ça doit être celui de promouvoir la compréhension sans renoncer à l'identité ni aux valeurs nationales, avec une préoccupation qui est de ne pas instrumentaliser la culture ou l'éducation pour des objectifs qui ne sont ni éducatifs ni culturels. Je reconnais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez parlé, Madame la Présidente, du projet de manuel d'histoire. Il y a un exemple de rapprochement qui est bien connu et qui était maintenant paraît tout à fait naturel et parfaitement entré dans les mœurs, mais qui n'était pas au moment où ça a été lancé, c'est le rapprochement franco-allemand, avec d'abord la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse en 1964, si je me souviens bien. Puis, 30 ans après, le manuel d'histoire conjoint qui a été rédigé par des professeurs des deux côtés. Je pense que c'est une bonne inspiration. Et dans la Méditerranée d'aujourd'hui, c'est ce type de démarche qui peut préparer des générations futures, qui puissent être débarrassées des stéréotypes qui les opposent au lieu de les rapprocher. Et je dirais que ce n'est pas simplement une opposition nord-sud, ou colonisé-colonisateur, ou israélien-arabe. Les préjugés traversent des entités supposées plus homogènes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi du dialogue à envisager entre Algériens et Marocains, entre Libanais et Syriens, entre peuples du Maghreb et peuples du Mashrek? Donc si tout commence par l'éducation et si tout finit par la culture, les sujets dont nous devons débattre ici sont la clé du succès de tous ceux qui sont discutés dans le reste de ce colloque, puisque, encore une fois, s'il n'y a pas de disposition d'esprit au départ pour que ces projets fonctionnent, ils resteront ceux de quelques avant-gardistes dont j'ai parlé. Nous allons donc entendre des présentations de réalisations ou de projets qui, dans leur diversité, ont un seul objectif, c'est rapprocher par la connaissance, évidemment la connaissance d'un sujet, ils sont extrêmement divers comme on va le voir, mais aussi la connaissance que l'autre a du même sujet, et ensuite la connaissance que l'autre a de soi. Et donc c'est une triple démarche que permettent ces rapprochements. Alors je vais simplement citer les projets qui seront présentés. L'un qui est porté par le Forum pour la paix, à tout seigneur, tout honneur, Histoire d'Israël et de Palestine revisitée. Une initiative israélo-palestinienne, le Cercle des parents, Forum des familles, la plateforme Euromen Mobilities, qui a été lancée par l'agence Europe Éducation Formation France, qui s'appelle agence 2E2F. Vous avez parlé, Madame la Présidente, de l'Université Euroméditerranée de Fès. Un projet dont on vient de parler, qui est le projet de manuel d'histoire Méditerranée, une histoire à partager. Et pour poursuivre le lancement du débat, je donne la parole à Madame Chemel Larbi, ancien ministre du Royaume du Maroc. Je vous cède la parole. Merci.